Qu'est-ce qu'une hémorragie cérébrale? Les hémorragies cérébrales sont ce qu'on appelle en termes médicaux des AVC hémorragiques. L'hémorragie du cerveau, c'est lorsqu'il y a une rupture, l'artère, le vaisseau dans le cerveau s'ouvre, saigne, et c'est le sang qui se répand à l'intérieur du parenchyme cérébral, du tissu du cerveau. Les AVC en général, c'est environ 150 000 patients par an en France, ça fait à peu près 1 toutes les 4 minutes, et l'hémorragie, les AVC hémorragiques correspondent à peu près 1/5 ou 20% de tous ces AVC. Il y a différents types d'hémorragies cérébrales. Il y a des hémorragies à proprement parler dans le cerveau, qu'on appelle les hémorragies intracérébrales, ou les hémorragies dites méningées, qui sont les hémorragies autour du cerveau, toujours dans la boîte crânienne, mais qui principalement entourent le cerveau et qui ont des causes diverses. Qui est concerné? Quelles sont les causes? Les hémorragies cérébrales peuvent toucher tout le monde. À tous les âges, on peut être victime d'une hémorragie cérébrale, bien qu'il y ait une prédominance chez les personnes plus âgées. Le nombre d'hémorragies augmente tous les ans en France et c'est probablement en lien avec le vieillissement de la population. Les causes, elles sont diverses. Elles peuvent être secondaires à une maladie des artères à proprement parler, que ce soit des anévrismes, des malformations, voire parfois même des tumeurs. Mais l'immense majorité des hémorragies intracérébrales est secondaire à des pathologies cardiovasculaires plus générales, notamment l'hypertension artérielle. Les hématomes, les hémorragies liées à l'hypertension artérielle représentent environ la moitié des hémorragies cérébrales. Quelles sont les conséquences et comment fait-on le diagnostic? La conséquence de cette hémorragie, qu'est-ce qui se passe quand on a un saignement qui se répand à l'intérieur du cerveau? Eh bien, selon la localisation du saignement, si le saignement est localisé dans une région qui s'occupe de la motricité, eh bien, ce sera la fonction de bouger qui sera atteinte. Si elle est localisée dans une région du cerveau qui s'occupe du langage, eh bien, ce sera le langage qui sera atteint. Et ce sont donc les premiers symptômes localisateurs d'une hémorragie dans le cerveau. Les secondes conséquences de l'hémorragie dans le cerveau, eh bien, c'est l'hypertension intracrânienne. Et l'hypertension intracrânienne, elle est due à l'augmentation de volume du contenant de la boîte crânienne. Il faut imaginer la boîte crânienne comme un contenant qui est inextensible et dans lequel on a du cerveau et du liquide céphalorachidien. Si on augmente le volume de ce contenant, si on y rajoute un saignement actif ou volumineux, eh bien la pression va augmenter jusqu'à atteindre des niveaux qui sont peu supportables. Les premiers symptômes seront des maux de tête et ça pourra aller jusqu'à un état somnolent qui pourra entraîner, dans les cas les plus graves, un coma, voire un décès. En plus des symptômes localisateurs de l'hémorragie et des signes de gravité qui sont secondaires à l'hypertension intracrânienne, on a des grands tableaux cliniques, des grands schémas qui nous permettent de nous orienter vers une pathologie plutôt ischémique, c'est-à-dire quand les vaisseaux se bouchent et que le cerveau n'a plus d'oxygène, ou les pathologies plutôt hémorragiques, quand un vaisseau s'ouvre et qu'il y a un saignement à proprement parler dans le cerveau, eh bien, ça représente 2 grandes classes de symptomatologie qu'on est à même de différencier en examinant les malades. Néanmoins, le diagnostic précis et positif d'hémorragie intracérébrale ne pourra être affirmé qu'à l'aide de l'imagerie. C'est l'imagerie qui donnera le diagnostic définitif, que ce soit un scanner ou une IRM, et qui détectera le sang à l'intérieur du tissu cérébral. Une fois ce diagnostic retenu, une fois l'hémorragie confirmée, il va s'agir d'en trouver la cause, car même si la moitié des hémorragies proviennent de l'hypertension artérielle, il y a tout de même d'autres pathologies qui sont sources d'hémorragie cérébrale et qui sont à risque de produire un second saignement dans les heures qui suivent les premiers symptômes. Les équipes médicales et chirurgicales sont de garde dans des centres de recours justement pour prendre en charge ces hémorragies le plus tôt possible avant qu'un éventuel second saignement se produise et en diagnostiquant au plus vite ces pathologies sous-jacentes. Comment fonctionnent les équipes de recours? Les équipes de recours pour prendre en charge les hémorragies cérébrales sont multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'elles incluent à la fois des neurologues qui sont présents pour le diagnostic, le triage des avis et des patients qui nécessitent d'être pris en charge. Il y a aussi toute la partie préhospitalière, les médecins du SAMU qui transportent les malades, qui les dirigent aux bons endroits et dans ces centres spécialisés pour l'hémorragie cérébrale. Puis une fois sur place, il y a bien sûr un neuroréanimateur qui va s'occuper de lutter contre à la fois les défaillances des autres organes, mais aussi permettre à l'aide de médicaments de contrôler cette pression intracrânienne. Les neuroradiologues, qu'ils soient interventionnels ou diagnostiques, sont sur place pour aider au diagnostic souvent de la cause sous-jacente lorsqu'elle n'est pas secondaire à l'hypertension intracrânienne.
Quel est le rôle du neurochirurgien? Le neurochirurgien est là pour plusieurs choses. La première, lors de l'arrivée des patients, elle est d'évaluer la gravité des malades en les examinant et en essayant d'évaluer leur niveau de conscience, qui reflète souvent le niveau de pression intracrânienne qu'ont ces malades. Une fois le diagnostic positif d'hémorragie retenu, une fois l'évaluation de la gravité faite au lit du malade, eh bien, c'est là que la décision opératoire sera prise. Et la décision opératoire, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Ils vont prendre en compte l'âge du patient, sa capacité à tolérer une lourde chirurgie et les possibilités que peut offrir la chirurgie pour réduire la pression intracrânienne. Oui, mais à quel prix? Au prix de quelles séquelles, au prix de quel handicap plus tard? Et c'est toute cette décision qui va être prise en concertation avec tous les collègues. Alors comment se passe l'évacuation d'une hémorragie? Selon le type d'hémorragie, les schémas opératoires sont relativement similaires. Une fois l'hématome localisé à l'aide de l'imagerie, eh bien, c'est une chirurgie ouverte qui nécessite d'ouvrir la peau, la boîte crânienne et d'aller évacuer sous microscope opératoire le caillot de sang pour décomprimer le cerveau. Cette décompression, elle se fait le plus délicatement possible, mais elle ne peut pas être indemne de toutes séquelles et donc les cas sont sélectionnés avec précaution. Parfois, lorsque ce n'est pas la décompression du cerveau qui pousse à la chirurgie, eh bien, c'est pour traiter la cause. Lorsque on retrouve par exemple un anévrisme ou une malformation des vaisseaux, si c'est possible, on tentera de réparer cette malformation à l'aide d'un geste endovasculaire que mes collègues neuroradiologues interventionnels vous expliqueront mieux que moi. Et lorsque ce n'est pas possible ou lorsque la pression intracrânienne ne permet pas de réaliser ces gestes, eh bien, tout est fait en même temps au bloc opératoire en évacuant le caillot de sang, en traitant la cause et parfois même lorsque les saignements sont trop importants, lorsque le cerveau en réaction à cette agression doit gonfler, eh bien, on est amené à élargir le contenant dont on parlait au début, élargir la boîte crânienne, et on est amené parfois à ouvrir la boîte crânienne sans la refermer pour permettre au cerveau de s'expandre et que les régions du cerveau qui sont même à distance du saignement, qui auraient pu souffrir d'une compression, puissent être libérées, puissent avoir de la place pour s'expandre. Quelles sont les perspectives? Le défi des prochaines années, c'est avant tout la prévention. Parce que ce qui va changer le pronostic des malades, c'est de changer l'incidence de cette pathologie et de l'hémorragie cérébrale. On connaît aujourd'hui bien les facteurs de risque d'hémorragie cérébrale. On ne peut pas tous les éradiquer, mais la grande majorité sont quand même évitables. Sans refaire une liste exhaustive, que ce soit l'hypertension artérielle qui est traitable, le tabagisme, le diabète, les troubles de dyslipidémie, c'est-à-dire de cholestérol, etc. Il y a des choses qui sont réversibles, il y a des choses qu'on peut contrôler et en réalisant une prévention plus forte, on pourrait obtenir déjà moins de malades et moins d'hémorragie cérébrale. Une fois que les hémorragies cérébrales ont lieu, une fois qu'on est face à un malade qui a une hémorragie cérébrale, eh bien, il y a eu pas mal d'avancées sur les dernières années ou les dernières décennies, en tout cas, surtout sur la prise en charge neuroréanimatoire qui a beaucoup changé, qui s'est énormément améliorée, et aussi l'apparition de l'endovasculaire, du traitement des causes de ces hémorragies sans ouvrir la boîte crânienne en passant par l'intérieur des vaisseaux. Les défis, les perspectives du côté neurochirurgical, eh bien, elles vont être de deux grandes catégories. La première, ça va être peut-être la sélection des patients. Il y a aujourd'hui des essais, il y a de la recherche qui est réalisée pour savoir quel patient il faut opérer, quel patient il faut sauver parce que la vie qu'on peut leur proposer vaut la peine d'être vécue et quel patient ne peut pas avoir une vie avec une qualité et une dignité suffisante et pour lesquels une chirurgie serait plutôt une obstination déraisonnable et inutile. Cette sélection des patients, elle est déjà faite selon des critères scientifiques, plus ou moins établis, mais on a besoin de plus de critères, de critères un peu plus robustes que ceux qu'on utilise actuellement. Et ça, la recherche est en cours. Il y a plein de gens qui travaillent afin de cibler un peu mieux ces malades. La deuxième chose, c'est une fois qu'on décide qu'on veut opérer ce malade, qu'on veut aller décomprimer son cerveau, eh bien, il y a plusieurs méthodes. Les méthodes, elles sont devenues de moins en moins invasives au fil des ans et on a aujourd'hui des méthodes de plus en plus délicates, de plus en plus légères entre guillemets, avec des aspirations de caillots par stéréotaxie, c'est-à-dire avec une ouverture de la boîte crânienne qui fait 2 mm de diamètre ou un tout petit peu plus à l'aide de caméras et qui permettent d'éviter les grosses ouvertures de boîte crânienne qui sont parfois nécessaires mais qui quand elles peuvent être évitées changeront forcément le pronostic des malades puisque ce seront des interventions moins lourdes à subir.